Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle aura lieu avant le mois de juillet 2018 au Zimbabwe. L'opposition s'organise en vue de cette échéance. Au sein du MDC, les luttes d'influence ont commencé et la candidature de Morgan Tsvangirai n'est pas certaine. En République démocratique du Congo, les conséquences économiques sont lourdes après la coupure d'Internet. Cette mesure prise à la veille des manifestations du comité laïque aurait engendré une perte de 20 millions de dollars. Et puis une vraie chef à l'art du temps, Julie Kassamapsi, est avec nous, blogueuse culinaire et auteure du livre Afro Apéro, 40 recettes apéritives d'inspiration africaine et contemporaine. Au Zimbabwe, la bataille pour la présidence est lancée. 2 candidats se positionnent pour ce scrutin prévu avant juillet 2018. Il s'agit du président par intérim Emmerson Mnangagwa et l'opposant Morgan Tsvangirai. Malgré sa maladie, les partisans du président du mouvement pour le changement démocratique rassurent sur son état de santé. Solène Duplessis et Corinne Comdem. Lors de l'élection présidentielle au Zimbabwe de 2018, le président Emmerson Mnangagwa devrait faire face à son principal rival, Morgan Tsvangirai, chef de file du MDC, le mouvement pour le changement démocratique. Le parti d'opposition espère mettre fin à la gouvernance du parti ZANU-PF. Les responsables du mouvement d'opposition assurent que leur chef, Morgan Tsvangirai, atteint d'un cancer, est en voie de rétablissement. Ce dimanche 21 janvier, c'est le vice-président du parti, Nelson Chamisa, qui s'est exprimé devant les militants rassemblés pour la première fois cette année. Le président Tsvangirai se remet progressivement. Nous remercions le Seigneur d'avoir répondu à nos prières. Il est important que nous puissions terminer le combat que nous avons commencé. Le président vous salue et vous souhaite à tous une nouvelle et prospère année. En tant que président de l'Alliance, il affirme que c'est l'année où nous en finirons une fois pour toutes avec le mandat du ZANU-PF. La maladie de Morgan Tsvangirai a entraîné des divisions au sein de son parti ainsi que des luttes d'influence. Mais selon les analystes, sans Morgan Tsvangirai, l'opposition pourrait rencontrer des difficultés à rallier les soutiens dont ils ont besoin pour battre Emmerson Mnangagwa à la présidentielle de 2018. Beaucoup de gens aimaient Tsvangirai plus qu'ils n'aimaient le MDC. Beaucoup de gens des zones rurales connaissent Tsvangirai plus qu'ils ne connaissent la marque MDC-T. Tsvangirai est devenu un personnage très connu étant donné que c'était Morgan Tsvangirai et personne d'autre qui a démystifié le pouvoir de Mugabe. Emmerson Mnangagwa est arrivé au pouvoir en novembre 2017 après un coup d'État militaire alors que l'ancien président Robert Mugabe avait été contraint de démissionner après 37 ans à la tête du Zimbabwe. L'ancien vice-président a toutefois assuré que des élections libres et transparentes auraient lieu avant juillet 2018. Coupée la veille des manifestations du comité laïque du 21 janvier, la connexion Internet a été rétablie ce 23 janvier en République démocratique du Congo. Une coupure qui avait fortement impacté l'économie congolaise et aurait engendré un manque à gagner de plusieurs millions de dollars. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Après 3 jours de coupure, la connexion Internet a été rétablie dans la soirée du mardi 23 janvier 2018 en République démocratique du Congo. Coupée à la veille de la marche pacifique anti-Kabila organisée par les comités laïques de coordination le dimanche 21 janvier, cette mesure a affecté plusieurs activités économiques. C'est environ 30 millions de Congolais abonnés qui sont connectés au service 3G sur une population d'environ 80 millions d'habitants. Il y a des rapports de travail qui devaient déjà être envoyés à partir de lundi et qui ne sont toujours pas envoyés. Et sans rapport de travail, on n'est pas payé. Donc ça veut dire que le préjudice est plutôt grand. Nous sommes dans une salle de classe ici à l'Université créative nationale. Le professeur est en train d'enseigner sur EpiInfo. Eh bien, c'est impossible de travailler sans que nous soyons connectés à l'Internet. Quand on considère de nombreuses entreprises dont les activités sont liées directement à l'Internet, le préjudice peut être incalculable. Dans le secteur des télécommunications, par exemple, c'est un manque à gagner d'environ 6 millions de dollars par jour pour chacune des entreprises de téléphonie mobile installées dans le pays, estiment les économistes. Les raisons invoquées par le gouvernement sont des raisons de sécurité publique. Donc d'un point de vue administratif, c'est une restriction des libertés publiques, ça se justifie. Et donc il faut savoir que d'un point de vue économique, les gens qui ont souscrit ne peuvent pas se retourner contre les fournisseurs d'accès à Internet pour leur dire ben voilà, j'ai perdu un jour d'Internet.
Alors que le gouvernement congolais multiplie les efforts pour assainir le climat des affaires en vue d'attirer les investisseurs, la coupure d'Internet semble constituer un facteur avec des vents contraires aux ambitions poursuivies. Une situation qui risque de se répéter dans un contexte politique qui ne donne pas de perspective d'une éminente décrispation. Les estimations de la Banque mondiale, qui tablent sur une croissance économique à 5% en 2018, pourraient donc s'avérer moins pertinentes. En Libye, les équipes de déminage de Benghazi font face à une tâche non sans risque, tenter de sécuriser les zones ravagées par la guerre civile. Sous-équipés, les ingénieurs militaires qui s'efforcent de dégager les explosifs travaillent à main nue avec des outils de base, une tâche laborieuse et extrêmement dangereuse. Corinne Comdem. Les démineurs militaires continuent de nettoyer les rues dévastées par les combats dans la ville libyenne de Benghazi. Rues dans lesquelles le bruit des explosions est devenu familier car truffé d'explosifs et de pièges mortels. Les mines mises en place pendant plus de 3 ans de guerre à Benghazi font de nombreuses victimes parmi les démineurs sous-équipés et les résidents qui tentent de retourner dans les districts où des batailles prolongées ont déjà eu lieu. Nous tombons souvent sur Betty la sauteuse, composée d'une capsule conçue pour éclater en plusieurs petits fragments. Il y a aussi des grenades avec de la soie sur le bouchon. Ce sont des pièges basiques, orchestrés par une bande d'idiots. Les ingénieurs militaires qui s'efforcent de nettoyer les explosifs manquent de détecteurs de mines et travaillent à main nue avec des outils de base. Une tâche laborieuse et extrêmement dangereuse. Selon une source militaire, 50 militaires ont perdu la vie dans ces opérations de déminage et on dénombre environ 60 blessés. Au moins 49 civils ont également été tués et 38 blessés. À noter que le nombre réel serait plus élevé étant donné que tous les cas n'ont pas été pris en compte. Un des habitants de l'immeuble a appelé et a demandé si une des mines avait explosé dans l'immeuble et si une femme était décédée. Mais je lui ai dit que je n'en avais pas entendu parler. Quand je suis arrivé et que je me suis renseigné, on m'a dit que c'était Mona Al-Ebedi qui vivait au premier étage. L'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a finalement repris le contrôle de Benghazi en décembre 2017, mais le déminage pourrait prendre des mois. Malgré les avertissements de l'armée et les indications de zones minées griffonnées sur les murs, certains résidents de longue date, impatients de reconstruire leur vie, sont rentrés chez eux, des décisions qui ont malheureusement des conséquences mortelles dans certains cas. Passionnée de cuisine, elle est une blogueuse gabonaise, administratrice des pages culinaires Popolov's Cooking. Le 7 décembre 2016, elle a sorti son premier livre de cuisine intitulé L'Afro Apéro. Il regroupe 40 recettes apéritives d'inspirations africaines et contemporaines. Julie Kassamapsi est notre invitée. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Alors, quand on parle de cuisine africaine, on pense toujours aux recettes classiques ou que c'est assez épicé. Avec ce livre, n'est-ce pas là de donner l'occasion de dégager toutes ces idées reçues que les gens ont sur la cuisine africaine? En effet, beaucoup de gens ont des opinions communes erronées aujourd'hui sur la cuisine africaine, qui apparaît comme une cuisine étant grasse, une cuisine étant non alléchante. Et j'aimerais justement, à travers ce livre, valoriser cette cuisine, cette gastronomie qui est vraiment riche, montrer que ces préjugés, justement, méritent d'être oubliés. Il y a vraiment une grande pluralité de produits au niveau de la gastronomie africaine. Il y a énormément d'épices, énormément de produits typiques, de légumes qui aujourd'hui, malheureusement, sont encore très méconnus. Et je souhaite justement montrer que la cuisine africaine aujourd'hui est une cuisine qui sait être contemporaine, qui peut être moderne et surtout qui peut donner envie. Et justement, quels sont les produits africains que vous décrivez dans ce livre? Alors, il y a plusieurs produits. Il y a des légumes comme le gombo, il y a des féculents comme l'igname, le manioc également, le tubercule de manioc. Il y a ensuite le bissap, donc, qui est connu en Afrique de l'Ouest notamment donc, pour le jus de bissap. Il y a d'autres produits, surtout comme des épices, comme par exemple la rondelle. Il y a ensuite des plats vraiment traditionnels que j'ai essayé justement de moderniser, comme par exemple le poulet DG, qui est un incontournable de la cuisine camerounaise, que j'ai revisité donc sous forme de brochette. Il y a également un légume qui s'appelle le folon, qui est en fait une sorte d'épinard sauvage que l'on consomme beaucoup donc, au Gabon, en République démocratique du Congo. Ensuite, il y a vraiment une pluralité d'épices, la poudre de colombo également, avec beaucoup d'influences venant également des Antilles. Alors, dans votre livre, vous donnez des astuces pour bien choisir ces légumes. Quelles astuces donnerez-vous à une téléspectatrice, par exemple, qui va acheter des gombos au marché? Alors, pour les gombos, l'astuce, c'est de piquer les pointes, en fait, tout simplement, et donc de voir si elles se cassent ou si elles ne se cassent pas. Donc, si elles ne se cassent pas, ça signifie que le gombo n'est plus frais. Et si vous devriez lui conseiller une recette d'apéro, quelle serait-elle?
Alors la recette d'apéro que je conseillerais, ce serait les mini burgers de banane plantain parce que c'est vraiment la recette phare. Donc c'est une recette qui est vraiment plébiscitée et appréciée par tous. Et c'est une façon donc ludique et une façon contemporaine de consommer la banane et de revisiter le burger qui est une recette américaine de base. J'imagine que cela ne va pas s'arrêter à ce livre. Vous avez des projets à venir? Alors plein de projets en tête. Tout d'abord un deuxième livre qui est prévu donc pour cet été, donc juin-juillet 2018. Et ensuite j'aimerais vraiment ouvrir une maison d'édition dans le but de pouvoir mettre en lumière également d'autres passionnés de cuisine qui ont un souhait également de valoriser l'Afrique parce que l'Afrique aujourd'hui mérite d'être valorisée et je considère que c'est également par la gastronomie que nous devons valoriser notre continent. Comment se procurer votre livre? Alors le livre est disponible sur Amazon au prix de 16 €, donc Amazon France avec une livraison partout dans le monde. Et pour ceux qui vivent sur Paris, ils peuvent me contacter directement via mes réseaux sociaux. Je ferai une remise en main propre avec une dédicace. Vous êtes une passionnée de cuisine, vous aimez partager vos blogs et un livre. D'où est née cette passion? Alors cette passion me vient des femmes en fait de ma famille et notamment de ma mère qui m'a transmis en fait cet amour dès le plus jeune âge. De base, je suis gourmande et j'ai été très curieuse. Je passais mon temps en cuisine à observer, à apprendre avec ma grand-mère, mes tantes. Et tout simplement, quand je suis arrivée ici pour mes études supérieures, j'ai décidé de me lancer, de partager mon amour pour la cuisine et surtout, je me suis dit que j'avais un devoir, celui de faire connaître la gastronomie africaine. Merci beaucoup Julie Kassamapsi. Je rappelle que vous êtes blogueuse gabonaise, administratrice des pages culinaires Popo Loves Cooking et auteur du livre Apéro. L'Afro Apéro, c'est sur Internet un livre avec 40 recettes apéro gourmandises d'inspiration africaine et contemporaine. Merci à vous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.